Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux. Coucou Charlotte. Hello. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Tant mieux. Charlotte, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis une élève avocate de 26 ans qui fait beaucoup de sport. Et voilà. Pour l'instant, c'est ce que je vais dire et après on développera les autres D'accord, très points, intéressant. J'adore le petit teasing. Ouais. Alors, pourquoi, comment est-ce que tu as voulu être avocate? Raconte-moi la genèse. Alors, ouais, c'est marrant parce que j'en parle jamais de pourquoi, parce qu'on ne me le demande jamais. C'est Mais alors, j'aimerais dire que je suis inspirée par des grandes avocates, mais la vérité, c'est que quand j'étais petite, chez moi, il y avait Plus belle la vie qui tournait. Et je me rappelle donc avoir 6-7 ans et voir dans Plus belle la vie une avocate et me dire « Waouh, c'est incroyable ce qu'elle fait, elle est libre de son temps, elle aide les gens, elle parle bien, c'est ça que je veux faire comme métier. » Et en fait, l'idée ne m'a jamais quittée. J'ai hésité des fois avec juge, par exemple, mais j'ai toujours voulu faire avocate. J'étais aussi tentée par le métier de prof, mais ça on en reparlera aussi arrivé à la fac. Mais j'ai toujours su que je voulais faire avocat et donc là, dans 6 mois, normalement c'est bon. Et t'avais quel âge à peu près? Quand je pense que je me revois en CE1, donc ma mère était enceinte de mon frère pour tout vous dire, donc wow. voilà, donc ouais, j'étais en CE1 à peu près. Donc très jeune, t'as su que tu voulais être avocate et après t'as pas lâché l'idée? Non, à aucun moment. Je me suis dit c'était ça, et même quand les matières scientifiques ça a moins marché pour moi au lycée, je me disais c'est pas grave, je vais faire avocate. Et il y avait des personnes de ton entourage qui exerçaient ce métier? Pas du tout. T'avais un peu contact avec? Non, pas vraiment, du tout. ma fenêtre c'était celle-là, c'était Plus belle la vie où je voyais cette avocate et je me disais mais c'est ça que je veux faire, et voilà. Et est-ce que c'était avocate qui plaide ou alors tu sais les avocats, parce que t'as 2 catégories, oui. T'as des avocats qui plaident plus, je crois que c'est dans le pénal, et après t'as des avocats qui plaident moins. Alors la grande différence que tu peux faire, c'est avocat contentieux, avocat conseil, et encore ils ont tenté de l'effacer il y a une trentaine d'années, mais en vérité elle existe toujours, enfin je crois dans la pratique, et non, moi c'était l'avocate qui plaide, c'est celle qui plaide. D'ailleurs j'étais très surprise d'arriver à l'école des avocats en voyant que finalement la majorité des personnes, des élèves avocats avec moi, étaient plutôt intéressés par le fait de faire avocat en conseil qu'avocat en contentieux. Alors que moi je pensais que tout le monde voulait faire avocat comme moi, mettre la robe et aller au fight, mais non, pas forcément. Certains, beaucoup plus, sont intéressés par le conseil. En tout cas, dans ma promo, c'est comme ça. Moi, contentieux. J'ai toujours voulu faire du contentieux, donc là en stage j'ai fait quand même pas mal de conseils, mais le contentieux me rappelle à chaque fois. Moi je veux vraiment mettre la robe, je veux vraiment défendre des gens, voilà. Pourquoi contentieux? Pourquoi contentieux? Parce que je crois que, pour moi, c'est un peu l'image de l'avocat quand j'étais petite. C'est celle qui... vraiment, moi, mon rêve, c'est d'avoir un tote bag avec ma robe dedans et limite de l'oublier. Je demande de l'avoir, mais je veux avoir comme problème le fait d'oublier ma robe. Et non, parce que je pense que c'est un peu pour moi le début, en fait, de l'avocat. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Et voilà, je pense que j'ai un rêve d'enfant réalisé et il sera contentieux. Alors après, si dans le temps j'en ai marre de faire du contentieux, je ferai du conseil. C'est ce que beaucoup racontent, c'est que souvent au bout d'un moment le contentieux c'est devenu trop dur, du coup on passe sur du conseil. Mais le contentieux, pour l'instant ça sera ça. Et Charlotte, est-ce que tu as toujours eu cette capacité de convaincre ou c'est quelque chose que tu as développé, que tu as voulu développer? Je pense qu'il y avait un terrain favorable, parce que petite déjà je me vois quand même... je me vois bien aimer prendre la parole en public, je me vois bien aimer réciter des poésies, passer la première, faire des débats. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai fait du théâtre aussi très jeune. Mes parents m'ont mis au théâtre quand j'avais 6 ans. Donc voilà, j'ai toujours, du moins, aimé parler. Alors après, aimer convaincre, je sais pas, mais je crois que j'ai compris aussi que si je voulais être écoutée, il fallait raconter quelque chose d'intéressant et du coup convaincre. Donc peut-être que c'est un petit peu venu aussi comme ça au fil de l'eau. Mais en tout cas, avec le temps, avec les années qui passent, même si voilà, je suis pas non plus super vieille, je me rends compte que plus le temps passe, plus j'apprends à convaincre. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a la même intention à travers « je veux être écoutée et je veux convaincre » ? Alors, je pense que c'est 2 intentions qui sont différentes, mais en tout cas, moi j'ai compris avec le temps que si je voulais être écoutée, il fallait qu'au moins je raconte quelque chose ou que je tente d'embarquer avec moi, sinon on ne m'écouterait pas. Et tu as commencé à faire des débats d'éloquence ou des choses comme ça? Oui, alors moi j'ai commencé... donc moi j'étais à Grenoble pour L1 et L2 et ce qui était particulier à Grenoble, et c'est un peu aussi pour ça que je suis partie de Grenoble, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements d'éloquence, il n'y avait pas d'assaut, d'oratoire comme on peut trouver sur Paris, et moi je rêvais de faire ça à cette époque-là, surtout que en fait, mon plan A quand j'étais en terminale c'était de faire une école de théâtre.
Enfin, voilà, donc je voulais faire avocate, mais je me suis dit école de théâtre parce que le plan A du plan A, parce que dans Plus belle la vie, c'était surtout une actrice. Hein. Je m'étais dit pourquoi pas faire actrice, parce que je faisais théâtre, etc. Et mon prof m'a dit non, avec tes résultats, on va faire des études sérieuses, même si je pense que le théâtre c'est très sérieux. Et donc je suis arrivée en fac de droit et je voulais faire de l'éloquence pour un peu cette frustration de ne pas faire de théâtre, la mettre justement dans des concours d'éloquence. Donc j'en ai fait 1 ou 2 à Grenoble, mais c'était vraiment, c'était épisodique. Et puis au-delà de ça, à Grenoble, le problème, c'est qu'il y avait, je crois, 1 concour ou 2, mais il n'y a pas de préparation. Alors que je pense que ce qui est important dans ces concours-là pour que ça marche, c'est de se préparer, c'est d'avoir des techniques. Exemple, meilleur conseil, si demain, tu as un discours, l'imprimer en police 20. Moi, c'est des choses qu'on m'avait jamais, on les avait jamais dit. Alors que je sais que des amis à moi sur Paris, c'était le premier truc qu'on leur avait appris. Et je me dis, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Et parce que tes amis étaient dans des associations d'éloquence ? Étaient sur Paris. Ouais, j'avais pas mal d'amis qui étaient sur Paris, qui étaient montés pour leurs études. Et donc, j'avais un petit peu, j'avais quelques contacts avec eux. Et voilà. Et donc, je sais que c'est un peu comme ça que j'ai entendu parler donc, des assos d'éloquence. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y en ait pas à Grenoble. Et donc, après, je suis partie à Toulouse. À Toulouse, toujours pas d'assaut d'éloquence, mais plus de concours d'éloquence. Et là, c'est à Toulouse que j'ai commencé à gagner un petit peu, parce que Grenoble, c'était une catastrophe. Vraiment, j'ai un souvenir de passer des concours en L1, en L2, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi une catastrophe ? Parce que du coup, mon texte il est imprimé en trop petit, parce que j'arrive dans des salles où il n'y a pas de concours d'éloquence, donc il n'y a pas de pupitre. Donc moi, je fais 1m84, donc le texte posé sur une table, il est assez bas. Puis j'y arrive pas. Je suis pas dans la bonne attitude. Je tente de faire ce que j'ai vu sur YouTube, mais ce que j'ai vu sur YouTube, pour arriver à ce niveau-là, il va falloir envoyer un peu plus, ça va pas, ça ne va juste pas. Et à Toulouse, il y a eu des espaces en tout cas pour m'entraîner, j'ai rencontré des gens qui en faisaient depuis un petit moment, et je me suis rendu compte que c'est un peu grâce au réseau et grâce aux autres surtout qu'on va progresser, en tout cas en éloquence, en oratoire. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon avocat si on n'a pas cette capacité d'avoir de l'éloquence Alors après, il y a différentes formes d'éloquence. C'est vrai que celle à laquelle souvent on pense le plus quand on n'est pas forcément au milieu du droit, même moi en y rentrant, avant là d'y rentrer, en fait, on pense à celle, l'avocat qui parle fort, à l'avocat l'avocat qui fait contentieux. Tout un théâtre, tout un show. Mais ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'il y en avait certains qui ont une forme d'éloquence, mais qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense dans l'imaginaire collectif, qui vont être hyper calmes, hyper posés. Et c'est une forme d'éloquence aussi que moi j'admire beaucoup, dans le sens où certains, des fois, quand je les vois plaider ou parler, je me dis waouh, c'est si calme que j'ai envie d'écouter. Alors que moi, quand je vais parler ou plaider, ça part dans tous les sens, donc c'est un peu plus. Mais c'est une forme aussi d'éloquence. Et toi, t'es plutôt première catégorie ou deuxième ? Non, moi, je parle vite, je parle assez vite, il y a beaucoup d'idées, mais avec le temps, cette énergie va être canalisée, j'en suis sûre, mais oui, ça envoie. Moi, c'est un peu l'image, comme je disais, des avocats de la télévision, parce que c'est un peu eux qui m'ont fait rêver, c'était ma seule fenêtre sur ce milieu du droit, sauf que voilà, en grandissant, en avançant dans le métier, dans le chemin du droit, je vois aussi des styles d'éloquence de gens qui n'aiment pas forcément plaider, par contre, qui vont être brillantissimes pendant un colloque, qui, pendant un rendez-vous client, vont être super forts parce qu'ils vont savoir poser les mots, ils vont savoir bien comprendre ce que veut le client en face. Donc voilà, et ça, c'est une forme d'éloquence que je n'avais pas forcément imaginée, mais que je découvre et qui est franchement hyper impressionnante. Est-ce que tu as regretté un moment de ta vie de ne pas avoir fait du théâtre ? Oui, arrivant en L3, j'ai fait un petit coup de poker. Arrivant en L3, donc sélection en master assez difficile. Moi, je suis la première année où on est sélectionné dès le M1. Et je me dis, ah ouais, non, mais vraiment, ce que je veux, en fait, c'est le théâtre. Parce que franchement, quand on sort de 3 ans de droit, vouloir encore faire avocat, ça serait un peu mentir. Tout à l'heure, je disais, j'ai toujours voulu faire avocat. Oui, mais avec des pauses. Voilà, c'est une relation longue avec des breaks. Ma motivation. Et en fait, là, arrivé en L3, je me dis, bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je demande un seul master. Et si j'ai pas ce master-là, je pars en école de théâtre. Et j'ai eu le master. Donc c'est pour ça que je me suis fait en école de théâtre. Et donc j'ai eu ce master. Mais voilà, ça a été des moments, j'y ai pensé à plusieurs reprises. Est-ce que quand tu as eu ton master, c'était un soulagement ou c'était un « oh non, dommage ». J'étais soulagée d'un côté parce que on m'avait souvent dit, peut-être à tort, mais j'avais un peu cette image que si on fait pas au moins 5 ans de droit, ça sert à rien. Donc je me dis, voilà, comme ça, moi, je ferme vraiment le chapitre. Et au pire des cas, après le master 2, je pourrais toujours aller en école de théâtre. Certains commencent très tard.
moins tôt que les autres, surtout, c'est pas plus très tard. Donc non, j'étais contente de mon master parce que je pense qu'il me correspondait vraiment. Voilà, et j'étais honorée aussi d'avoir été sélectionnée. En plus, là, je l'ai prise dans les premières, je l'ai prise le premier jour, donc j'étais hyper flattée aussi quand même. Voilà. Et sincèrement, si tu devais me répondre, la première envie qui t'est venue, c'était de défendre ta voix pour être toi entendue et vue, ou vraiment cet altruisme de vouloir porter la voix de l'autre? Qu'est-ce qui t'a premièrement motivé? J'ai un souvenir très précis. Je suis en grande section de maternelle, donc vraiment je vais répondre à ta question avec cet exemple-là. Où en fait on fait la photo de classe, mais vraiment je m'en souviens comme c'était hier. Et on fait la photo de classe et il y a une fille au 2e rang qui dit, la maîtresse lui dit Myriam, décale-toi. Et la maîtresse elle lui dit mais tu t'appelles Myriam ou Myriam? Et cette petite fille répond je sais pas. Et là moi je dis non mais c'est pas possible de pas savoir comment on s'appelle. Donc vraiment l'enfant de 5 ans. Et je suis allée voir et donc après la maîtresse elle m'a pris à part en me disant tu sais Charlotte tu peux pas parler comme ça aux autres, tu peux pas leur parler comme ça. Et je me revois lui dire, mais moi, je veux parler pour les autres. Moi, je veux que ceux qui... Parce que j'avais conscience de faire je faisais du théâtre, je faisais déjà des activités, j'étais une enfant qui adorait parler, j'avais conscience d'avoir une facilité à parler, et je me revois vraiment, je suis en grande section, me dire, non mais je vais parler pour les autres. Je vais parler parce que j'ai conscience que pour tout le monde, c'est pas si facile. Donc honnêtement, par altruisme, vraiment. Et est-ce que justement, tu trouves que l'éloquence, c'est une forme de pouvoir, de supériorité, et ceux qui en seraient ôtés aurait une forme de faiblesse au niveau de la société? Donc je trouve que ça colle parfaitement à ton exemple. C'est un constat que je partage, notamment quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai fait ce concours. Donc à Toulouse, comme je te le disais, il n'y a pas de concours... si, il y a des concours, mais il n'y a pas d'atelier d'art oratoire. Et donc, c'était un concours où on était, je crois, 70 et ils en prenaient 6. Donc moi, je suis dans les 6. Et la première chose que je me dis quand je suis dans les 6, c'est je suis dans les 6, mais en fait, peut-être que c'est normal que je sois dans les 6 parce que, comme je te l'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je fais du théâtre, parce que mes parents, ils m'ont mis à la musique, parce que mes parents, ils m'ont poussé à lire. Et en fait, j'avais conscience que si j'étais à cet endroit-là, c'est parce qu'en fait, on m'avait donné plein de cartes pour que j'y sois. Et donc oui, je pense que la prise de parole, en tout cas l'éloquence, alors c'est pas un théorème qui est implacable, il y a plein d'exceptions, et des jolies exceptions, mais la manière dont on parle, elle veut dire beaucoup sur d'où on vient, et notamment en éloquence où on va réussir à convaincre, à faire rire, faire pleurer avec nos références, donc avec où on vient. Donc oui, je pense que l'éloquence, malheureusement, mais je pense que les associations sont aussi faites pour ça, donc il faut créer plus d'associations d'éloquence, sont aussi faites pour essayer de gommer ces différences-là entre les différentes classes et les différents milieux d'où on peut venir. Et Charlotte, comment est-ce que tu te sens quand tu es sur scène? Parce que tu provoques des émotions, mais toi, quelles sont tes émotions? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé depuis 7 ans, parce que, comme je te disais, donc ça fait 7 ans vraiment je fais même plus, parce que même quand j'étais petite, je faisais déjà du théâtre. Maintenant, je suis hyper contente d'être là. Et je suis hyper contente d'être là. Avant, j'avais peur, j'avais du stress, mais maintenant, je pourrais plus dire que j'ai du stress. Je suis contente. Et le premier moment où j'arrive au pupitre, je prends 3 secondes pour respirer parce que je me dis, ok, ça va être génial. Alors, je dis pas que mon discours va être génial, je dis que moi, là, j'ai passé un moment génial. Et où est-ce que tu te sens le plus toi-même? Est-ce que c'est quand tu faisais par exemple des pièces d'éloquence? Est-ce que quand tu es devant ton pupitre? Est-ce que c'est quand tu n'es pas du tout sur scène et que tu écoutes? L'éloquence, quand même, c'est particulier parce que on peut décider de jouer un rôle ou non, mais sauf que si on joue pas de rôle, eh bien, on sait qu'on est jugé pour ce qu'on est vraiment. Mais je crois que depuis 1 an ou 2, moi j'ai vraiment fait le choix de vraiment venir avec, comme je suis, mes références. Et donc je me sens hyper à l'aise. Et finalement c'est marrant parce que quand je fais un concours, alors ça peut être un peu bizarre, mais bizarre à critiquer, mais je crois que je suis pas forcément intéressée par le fait de gagner. Parce que je me dis que ça veut dire quelque chose à ce moment-là précis. Mais il faut aussi avoir en tête que sur l'art oratoire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des styles différents, il y a des écoles différentes. Moi, des fois, je tente de théoriser un peu le truc. Ça fait quand même 7 ans que je suis un peu dans ce milieu-là. Pour moi, après, voilà, rien n'est implacable, mais il y a vraiment l'école, souvent de ceux qui sont très classiques, avec des jolies références, qui ne vont jamais...
faire rire, mais qui vont être très précis, avec ces belles références littéraires ou musicales. Il y a les petits rigolos, qui eux vont faire rire pendant 10 minutes, on va même pas voir le temps passer. Et c'est pour ça que moi je sais que je suis plutôt dans le style petite rigolote, et je sais que des fois, j'ai pu avoir des jurys en face qui sont plutôt dans le premier style, et je vais pas leur plaire. Et en fait, c'est comme ça. Comme moi, si un jour je suis jury, je serai peut-être moins sensible à un style hyper classique. Et en fait, c'est OK. Parce que ce qui va faire qu'on va monter un concours, qu'on va passer au deuxième tour, faut bien comprendre, c'est pas soi. On n'est pas dans le sport ici. Ce qui va faire qu'on monte ou pas, c'est le jury qu'on a en face. C'est OK. Est-ce que j'ai réussi à ce moment-là, donc précis, à convaincre le bon jury? Parce que aussi, imaginons qu'il y a 3 jurys. Si on a 2 qui sont comme moi, ça va monter. Si on a un qui est comme moi, ça ne montera pas. Et puis même s'il y en a un qui est d'accord avec moi, mais qu'il arrive à convaincre les 2 autres, en fait, il y a tellement de facteurs qui ne nous appartiennent pas, que moi, ça fait longtemps que j'ai lâché, en fait, que ça fait longtemps que je vais à ces concours, que j'arrive en me disant, je vais passer un bon moment au pupitre, mais que, en fait, le résultat, si je gagne ou si je vais plus loin, je suis contente, mais j'ai conscience que ça reste hyper subjectif. Mais est-ce que c'est pas ça, la vraie passion, justement, de ne pas vouloir... parce qu'on dit, tu sais que t'aimes ton travail quand tu peux le faire gratuitement. Quand t'es pas payé. Et donc là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je m'en fous d'être payée par ma victoire. Je veux juste être là, parler, partager avec les autres. Donc, et en plus, c'est fou parce que t'as une capacité à accepter qui tu es, qui est grandiose. Quand, je pense, dans le monde de l'éloquence, la majorité des gens ne s'acceptent pas vraiment comme ils sont, n'acceptent pas vraiment que justement c'est très subjectif en fonction du jury. Et justement, vont se cacher à travers un rôle qui ne sont pas forcément... Et est-ce que tu as toujours eu cette confiance en toi ou est-ce que ça s'apprend ? Non, parce que j'ai un souvenir, par exemple, en L3, justement, ça fait écho, je passe un concours d'éloquence qui est assez dur. Et en fait, je me grime totalement. En fait, je suis stressée d'arriver donc à cette demi-finale. Et donc, je me fais une coupe de cheveux très cheveux tirés, je me fais un maquillage hyper noir, je mets une chemise qui ne me correspond pas. Et je passe, je prends pas forcément beaucoup de plaisir à passer. Et, je passe mon discours et je suis pas prise en finale. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, en fait, non, faut arrêter, quoi. Enfin, faut arrêter d'essayer de mentir, d'essayer de ressembler à ce qu'on attend. Il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est peut-être comme ça que ça va finir par passer. Et il y a une phrase que... C'est marrant parce que je la cite souvent en discours, quand je fais des discours, parce qu'elle me porte et elle résonne. C'est une phrase de Prévert, un de ses poèmes qui dit « Je suis comme je suis et je suis faite comme ça, que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi ?» Et souvent, dans mes discours, je la cale parce qu'elle me donne une force où en fait je me dis « voilà, là, en fait, je fais mon truc et peut-être que la phrase après, je vais faire un bide. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ?» Magnifique, j'ai eu les frissons quand tu l'as dit, je te jure, j'ai eu les frissons. Incroyable cette phrase. Ouais, jolie. Et Charlotte, est-ce que tu dirais que c'est la même chose que de plaider, que ce soit devant le pupitre, que ce soit sur scène, que ce soit sur les réseaux, parce que je sais que tu es aussi sur les réseaux. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose ? Non, c'est en fait moi j'ai l'impression que chaque année là je passe comme des espèces de levels en éloquence et en prise de parole. Donc le level 1 pour moi c'était de jouer Chaperon Rouge quand j'avais 6-7 ans. Bon ça donc c'est passé. Le level 2 ça a été donc les concours d'éloquence, l'arrivée au pupitre avec un sujet des fois un petit peu particulier et de réussir quand même à convaincre. Level 3 c'est quand j'ai commencé à être prof, parce que là alors aussi c'est un autre problème de devoir parler à 30 personnes sur un sujet que j'ai vu il y a 4 ans, même si j'ai réalisé depuis. Et enfin, là pour moi le dernier, 3,5, c'est de parler dans une langue étrangère, parce que quand je suis partie à Lisbonne, j'ai dû faire des présentations en portugais et en anglais, sachant qu'au Portugal, ils sont anti-notes quand on est au tableau. Donc ça aussi, je te dis, il va falloir apprendre. Et là, pour moi, le 3e niveau, c'est de parler face à un écran, face à une caméra sur un écran. Ça, pour moi, là, c'est le 4e, je me suis parlé dans les niveaux. En tout cas, le dernier niveau, là, c'est vraiment de réussir à parler à une caméra. Et ça, c'est encore un autre style d'éloquence. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à être sur les réseaux et à parler devant une caméra ? Alors de base, je suis pas très réseau, mais donc comme je te le disais, donc moi j'ai commencé à être prof assez tôt. Finalement, j'étais en master 2 quand j'ai commencé à être chargée de TD à la fac. Et donc on m'a donné 3 groupes de 35, donc ça fait beaucoup d'étudiants. Et donc j'ai fait donc cours au premier semestre. Au deuxième semestre, je partais à l'étranger au Portugal. Et en fait, donc j'ai tout donné, vraiment tout ce que je savais, tout ce que j'avais compris, tout ce qui m'a permis, tout ce qui m'a permis d'avoir des bonnes notes et de réussir, je leur ai tout donné. Et j'étais hyper frustrée, mais vraiment qu'à la fin du semestre, en fait,
bah ça s'arrête. Ça veut dire que ça fait un peu même en poule, mais ils vont faire leur vie. Et puis à cette époque-là, quand on est en première année, on n'a pas forcément LinkedIn. Et j'étais non, mais moi je veux garder contact avec eux en fait. Moi, parce que j'avais identifié des hauts potentiels, d'ailleurs que j'ai toujours, que je suis toujours, et je veux voir ce qu'ils vont devenir ces hauts potentiels. J'ai pas envie que le TD s'arrête, mais les liens pédagogiques ne seront pas. Donc j'ai créé au début ce compte Instagram pour garder contact avec eux. Et après je me suis un peu pris au jeu. Je pense que j'aurais pu faire de la com aussi, j'adore Canva et tout. Enfin même si bon la com c'est pas que Canva, mais bon, on m'a compris. Voilà, et je me suis un peu pris au jeu de faire un peu des mini fiches sur le droit constructif, le droit civil, la nana. Et en fait après l'algorithme m'a commencé un peu à m'aimer, j'ai fait 3-4 vidéos de 5 citations portant partie du droit constitutif, enfin bref, et ça a commencé un peu à marcher comme ça, et je me suis rendu compte que les réseaux c'était aussi un endroit en fait pour rencontrer des gens, pour peut-être un jour capter de la clientèle, même si c'est encore loin, mais ça peut être une base, et puis en fait voilà, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est drôle parce que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des avocats qui se mettent sur les réseaux, notamment parce que ça m'étonne, parce que t'as cette image de l'avocat qui est tout réservé, qui est très conservateur, qui est pas dans la modernité, tu vois, du monde d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce soit un avocat ou tout autre métier, aujourd'hui, c'est limite une nécessité d'être sur les réseaux pour faire, entre guillemets, ta pub, ou en tout cas montrer ce que tu fais, et un peu comme si c'était ta carte de visite, quoi. Alors, je pense pas parce que, je pense pas que pour tout le monde ça fait nécessité. Je pense que certains pourront s'en passer parce que jusqu'à maintenant ça a fonctionné, parce que le bouche à oreille. Mais est-ce qu'il serait pas en désavantage par rapport à ceux qui ont justement cette affiche publicitaire sur les réseaux ? Aujourd'hui, faut vraiment voir comment ça évolue, mais je suis pas sûre que beaucoup d'avocats soient contactés par les réseaux sociaux. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on contacte plus les avocats par du bouche à oreille, parce qu'on les a vus à la télé, sur des médias, on va dire, sur des canaux qui sont plus classiques. Et qu'au contraire, les avocats qui tentent trop de faire leur pub sur les réseaux, je suis pas sûre que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas oublier, et moi c'est un peu mon défi en ce moment, que les réseaux sociaux, c'est un endroit souvent pour se divertir. Et moi d'ailleurs, beaucoup d'amis à moi juristes me disent « Mais Charlotte, on t'adore mais on ne te suivra pas parce que en fait, moi je veux un algorithme qui me fasse rire. Et toi, quand tu arrives avec comment rompre sa période d'essai, c'est chiant. » Ce que je comprends. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un décalage entre plus l'avocat, ce qu'on fait c'est quand même on jongle avec des notions quand même assez précises, donc il faut être précis, il faut pas ennuyer, et en fait il faut essayer de trouver une espèce de juste milieu que je trouve hyper compliqué à trouver. Et c'est pour ça que je suis pas sûre, en tout cas en l'état, peut-être que ça aurait évolué dans quelques années, que ça soit obligatoire pour un avocat sur les réseaux. Au contraire, c'est périlleux, c'est difficile, parce que si on veut faire un truc qui marche, que l'algorithme aime trop, on perd la précision de l'avocat, et au contraire, si on veut être précis, l'algorithme nous zappe. Donc en fait, pour l'avocat, c'est pas facile. Alors après, heureusement, il y a plein de médias d'agences qui sont en train de se mettre en place pour accompagner les avocats, mais pour l'instant, je suis pas sûre que ça soit si évident que ça de capter de la clientèle avec Instagram. Ok. Pour en venir à l'enseignement, d'où c'était venu, cette volonté d'enseigner aux autres ? Eh bien, encore une fois, l'éloquence, tout est lié. L'éloquence, c'est clairement, grâce à l'éloquence, parce que donc je suis en 3e année et je crois que en 3e année, je gagne le concours d'éloquence de ma fac. Il y en avait 2, un en plutôt droit public, un en droit privé. Moi, je gagne celui de droit public, et j'ai un ami que je connais à ce moment-là qui est chargé de t'aider. Lui, qui est chargé de t'aider, et qui me dit « Mais Charlotte, tu parles super bien, je pense que je t'ai vu faire, l'an prochain, le prof pour qui je bosse, il va recruter des chargés de t'aider, ça tirait trop bien, quoi. Est-ce que ça te dirait ou pas ?» En plus, lui partait à Paris, donc c'était parfait. Je lui dis « Bah oui, allez, essayons. » Moi, je suis quelqu'un qui, j'agis, je réfléchis après. Alors, ça a beaucoup d'inconvénients dans la vie de tous les jours, mais là, sur ce coup-là, c'est comme ça. En fait, on m'a proposé, je me suis dit « Bah ouais, en fait, carrément. » Et j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est comme tout à l'heure, je disais, ma relation avec le métier d'avocat, c'est un peu une relation de couple. Et ça a été mon adultère, où je me suis dit, mais waouh, c'est génial. J'arrive en TD, 1h30, ça passe super vite. J'ai envie de faire ça toute ma vie. Les samedis soirs, je sortais plus, je corrigeais des copies, et j'adorais ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai adoré. Qu'est-ce qui était aussi galvanisant pour toi ? En fait, moi j'enseignais donc en introduction au droit public, et ce que je trouvais génial, c'est que souvent les étudiants, quand ils arrivent à la fac de droit, la première, on vient pas pour le droit public. Non, ça c'est sûr et certain. Non, on vient pour avoir son code civil sous le bras, ce que j'ai fait, donc il n'y a pas de souci, alors comme ça que vous pouvez largement l'accueillir. On vient pour le droit pénal, on vient pour ça. Et je me suis dit, ok, moi j'ai envie que là, sur les 90 étudiants que j'ai, je veux qu'à la fin de l'année, ils préfèrent le public.
au privé. Et je vais me débrouiller pour que cette matière soit la meilleure matière qu'ils aient eu de leur cursus. Énorme défi, ouais, là. Vraiment, énorme défi. Et en fait, je me suis dit, il faut rendre la matière dynamique. Dynamique, avec peut-être des concepts ou des exemples hyper contemporains. Et il faut vraiment rendre la matière sexy. Et c'était vraiment mon objectif. Et voilà, avec des petites provocations au début, de leur dire, voilà, mais attendez, droit constitutionnel, pourquoi il n'y a personne qui a sa constitution sur la table ? On est où là ? Alors qu'en droit civil, vous arrivez tous avec votre code civil à 20 € d'alloge. Non, moi aussi, j'ai une constitution, on va la lire, comparer la constitution aux règles du jeu du Monopoly. Enfin, j'ai fait plein de choses de manière à ce que vraiment, ils adorent la matière. Et j'ai eu des très bons retours et aujourd'hui je suis toujours en contact avec ces premiers étudiants qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier, qui ont vraiment adoré mes cours, enfin ils me l'ont dit et j'ose espérer que c'était sincère. Mais voilà, et je pense que j'ai réussi en tout cas ce défi-là et du coup j'ai envie de continuer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est un petit peu... ce que j'ai aimé aussi dans l'enseignement, c'est que donc, droit public, c'est pas forcément facile. En plus, à Toulouse, c'est introduction au droit public. Donc pour pas entrer dans les détails, mais on fait aussi... tout ce qui est... en fait, on fait un peu de philo, on fait un peu de Sciences Po, puis un peu de droit public. Le droit public arrive qu'en séance 5-6. Voilà, donc par moments, certains étaient fâchés avec la philo en terminale. Donc voilà, faut un peu tout reprendre. Et donc vraiment essayer de rendre ça sympathique. Et donc par moments, je suis avec des étudiants qui connaissent pas forcément, qui commencent le droit, donc avec des concepts difficiles. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était vraiment voir les yeux, d'un coup, ils comprennent. En cours, ils ont vu ça, ils n'ont pas forcément bien compris, je reviens dessus, ils comprennent. Vraiment expliquer des concepts un peu difficiles, les vulgariser, donc des fois baisser en niveau d'exigence en tout cas sur le vocabulaire, vulgariser, pour ensuite remonter sur le niveau attendu, pour pas dire un peu plus. Et ça, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré transmettre. Ouais, vraiment, ces concepts un peu difficiles. Et je pense que j'aurais pas... même si aujourd'hui je suis plutôt une privatiste ou je suis plutôt du droit privé, je pense que si c'était pas du droit public, je suis pas sûre que j'aurais autant aimé l'enseignement. Et pourquoi aujourd'hui t'es privatiste ? Pourquoi ce retournement de situation là d'un coup ? Ça allait très vite. Moi je suis quelqu'un qui fait des choix mais qui réfléchit après, j'avais déjà parlé. Et en fait, mon parcours, donc, je suis en L1 en L2 à Grenoble, de droit, sauf que je vais partir de Grenoble parce que c'est une ville qui m'ennuie. Voilà, et du coup je me dis faut que je parte. Moi j'ai pas mal d'amis à Toulouse, j'ai une maison à côté de Toulouse, j'ai pas mal d'amis à Toulouse, je vais aller à Toulouse, sauf que mes parents, il fallait un argument. Et donc là, je vois une licence droit sciences politiques. Et j'ai fait un peu de Sciences Po quand j'avais des cours à Sciences Po Grenoble quand j'étais en L2. Bon, j'aimais pas particulièrement ça, mais je trouvais que c'était un super argument pour partir. Et donc, je dis à mes parents, voilà, en fait, finalement, j'ai changé d'avis, je veux intégrer un IEP en Master 1, c'est totalement faux. Et donc, il faut que je parte à Toulouse pour cette licence qui n'existe qu'à Toulouse, qui est un peu une passerelle avant d'intégrer un IEP. Idée de l'année, let's go. Donc, mes parents disent oui. Voilà. Donc, j'arrive à Toulouse. Et là, problème, parce que je suis meilleure en Sciences Po qu'en droit. Donc là, déjà, je me dis, comment ça ? Intéressant. Mince. Oui, mais non. Parce que c'était pas ça l'objectif. Vraiment, en fait, et même depuis le début, j'ai toujours été meilleure en public qu'en privé. Mais en fait, c'est pas l'objectif du tout. Moi, j'ai envie d'être privatiste. Bref. Mm-hmm. Et donc, l'année se passe et j'aime bien la Sciences Po. En plus, dans ma licence, on était 50 ou 60, donc vraiment pas beaucoup. Et on faisait des choses hyper concrètes. Les TD étaient hyper vivants. Voilà. Et en fait, je me rappelle, le prof en amphi, il nous faisait rien. On est tous assis en amphi. Et il disait, madame, vous levez, racontez-moi les dernières actualités. Donc c'était hyper challengeant comme licence par rapport à ce que j'avais pu voir un peu en L1 ou L2. On est plutôt passif quand même dans l'apprentissage du cours. Là, c'était vraiment hyper challengeant, puis avec un mémoire dès la L3, donc super pour progresser sur l'écriture. Voilà, et donc, sauf que voilà, donc je suis là-dedans, mais je me dis, mais en fait, moi, c'est pas pour ça. Moi, de base, je voulais faire du droit. On revient à la Charlotte qui a 6 ans, parce que je voulais défendre le justiciable, parce que je voulais porter la robe. Et qu'est-ce que je fous là ? Alors, certes, je suis un peu experte en L3 sur le conflit du Moyen-Orient, mais bon, voilà. Donc, je postule à une seule licence, à un seul master, comme tout à l'heure je le disais. C'est un master où, en fait, c'est un master en droit social européen. Et c'est vrai que j'avais fait un DU en droit européen parce que c'est une matière que je trouve... J'avais une super prof. Souvent, ça passe par les profs. Mm-hmm. J'avais une super prof qui m'avait convaincue de faire son DU. Donc je pars de Grenoble, donc j'arrive dans cette licence, donc droit sciences politiques, alors que la science politique, c'est pas forcément le truc que je préfère, mais c'était une super licence parce que vraiment, c'était une licence qui nous faisait vraiment participer. On devait très souvent prendre la parole. J'ai dû faire un mémoire dès la L3, donc super j'ai vraiment senti un avant-après même dans mon style d'écriture. Sauf que voilà, le problème de la L3 à droit Sciences Po, c'est que j'étais un peu spécialiste en conflit du Moyen-Orient et moi j'ai fait un mémoire sur les sectes, donc hyper intéressant, c'est un sujet que j'adore. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire avocate pour défendre les gens. Et là, on s'écartait un petit peu de cette volonté, de ce rêve de petite fille. Donc, j'ai fait un espèce de
coups de poker, comme je disais au début, de dire ok, je demande un seul master. Et c'est un master donc en droit social, parce que le droit du travail, c'est un droit qui est proche des gens, parce que tout le monde a un travail à un moment ou à un autre. Ou au pire, c'est pas droit social c'est aussi protection sociale, donc assurance, maladie, etc. Et donc, je demande donc ce master-là. J'avais fait en même temps un DU en droit européen, donc c'était un master en droit social européen. Je me dis parfait. En plus, il y a un master 2 qui se fait à Lisbonne. Moi, je suis hyper liée au monde lusophone, donc voilà. Donc vraiment, je me dis mais ok, c'est ça. Donc je demande que ce master-là, une lettre de motivation. Je dis clairement bonjour, j'ai jamais fait droit du travail, mais j'ai lu un article qui était hyper intéressant la semaine dernière. Je dis que je parle portugais, je dis que l'école de commerce, que je suis convaincue que pour être avocate, il va aussi falloir avoir des notions, des notions de commerce, vraiment pour vraiment en rester flou. Donc, je demande ce master-là et je suis prise dans ce master-là. Voilà. Et donc après, droit social. C'était un peu difficile d'arriver en M1 droit privé avec des personnes qui ont fait des licences de droit privé. J'ai eu vraiment un petit décalage au début, c'était très compliqué pour moi. Mais j'ai quand même réussi à valider. Et puis après, j'ai rattrapé mon retard. Et puis voilà, pourquoi privé-public, on est un petit peu toujours entre les deux. Et donc voilà, par contre, même si j'ai fait un petit stage en pénal en Master 2 pour vraiment être sûre d'un petit stage en pénal. Et après, je fais droit du travail à fond depuis le barreau. Ok, donc là, tu as un fil rouge qui est assez clair dans tout ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que tu as être avocate, enseignement, éloquence. Quelle est la place du sport dans ta vie? Parce que je vois vraiment pas le... Alors, elle est hyper importante, même si là, comme ça, on n'a pas l'impression. Moi, petite, j'aimais bien le sport à l'école. Et en fait, je suis assez grande, tout à l'heure je le disais. Et dès que je suis en 5e, il y a un coach d'aviron avec qui je rentre en contact, je sais plus trop comment, qui me dit « mais t'es grande pour ton âge, tu veux pas venir essayer de faire de l'aviron ?» Je dis « pourquoi pas ?» Et donc là, la première année, ça se passe, voilà. Deuxième année, ça va de mieux en mieux, et en fait, je me fais une super copine. Et si tu veux, en fait, il y avait, à l'aviron, il y avait un bateau de 8 filles qui allait partir au championnat de France et qui était potentiellement en lice pour devenir championne de France. Donc vraiment, parce qu'il y avait un très bon collectif de ma génération. Donc, je deviens amie avec cette fille. Et elle est donc elle est dans la division 2, donc elle n'est pas encore dans le bateau de 8, elle est dans celui d'en dessous. Et donc je deviens copine avec cette fille. Donc on est 8 par bateau, et voilà, donc moi je me dis, cette fille avec qui je suis amie, j'ai envie qu'elle progresse et j'ai envie qu'elle rentre le bateau numéro 1. Et donc du coup, je vais m'entraîner de fou avec elle. Et en fait, surprise à la fin de l'année, il l'a fait monter, elle et aussi moi. Et là, en fait, tout commence. Et donc, un mois après, alors que j'ai pas forcément le niveau, on fait vice-championne de France avec mon équipe. Et on poursuit. L'année d'après, je suis championne de France. Je rentre en équipe de France à ce moment-là. Donc, voilà. Donc vraiment, une adolescence dans le sport à fond, parce que l'aviron, c'est un sport qu'on commence tard, mais qui est hyper exigeant. C'est muscu, ça va être muscu et aller sur l'eau. Et c'est aussi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, sur l'échec. Parce que, pour arriver à faire championne de France, même si ça allait relativement vite, il y a eu 1 an et demi, 2 ans, il y a eu des moments quand même assez difficiles. Parce qu'il faut il y a beaucoup d'entraînements, les entraînements, on a des temps à respecter qu'on ne respecte pas, il y a plein de choses qui se mettent en place, même, on a fait championne de France, mais on n'a par exemple pas gagné le championnat de la région, il faut apprendre à perdre, c'est hyper important, et donc je pense que le sport, ça m'a vraiment appris ça. Vraiment, on ne peut pas gagner tous les jours. Et ça a fait concrètement qui je suis aujourd'hui. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je continue de faire beaucoup de sport. Maintenant, je fais beaucoup de courses à pied. J'ai fait un marathon cet été, pas forcément avec les chronos espérés, mais voilà, toujours me dire que c'est un résultat à un moment donné, et que, encore une fois, comme je le vois, ça ne veut rien dire sur moi, c'était un résultat à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est important de continuer de faire du sport et d'en faire beaucoup. Alors après, sport collectif, sport individuel, c'est pas forcément la même chose. Là, je vais faire l'Irox au mois d'octobre, donc là, je vais le faire en duo. Donc là, sport collectif, avec ma coéquipière avec qui je faisais de l'aviron il y a de ça 10 ans. Et après, aussi le côté peut-être plus individuel sur la course à pied, pour vraiment, là, c'est le côté mental. Et encore, j'ai des coéquipières de course à pied avec qui je fais pas mal de sorties, donc on partage aussi, mais pour moi le sport c'est essentiel, et je pense qu'en ayant grandi comme ça, même si demain je devais arrêter d'en faire, ça serait trop dur pour moi, parce que c'est un peu un tuteur. Donc c'est vraiment venu forger ta résilience. Ouais, complètement. Ouais, tout ce qui vraiment, est résilience, tout ce qui est discipline, tout ce qui est tu te relèves quand tu perds, c'est normal, ça fait partie du process. Même si, parce que là, comme je le disais, j'étais en équipe de France quand j'avais 15 ans. Ce que je dis pas, c'est qu'à 16-17 ans, j'ai pas été renouvelée, et ça a été
hyper difficile. Mais voilà, j'ai appris que il fallait savourer chaque moment justement quand on gagne, et puis que en fait finalement le plus important à l'aviron, enfin moi ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est pas à la fin d'avoir la médaille, et parce que quand j'étais en équipe, on a fait 3e aux Europes, donc voilà, le drapeau de la France qui se lève et tout, super chouette. Mais j'ai aussi réalisé à ce moment-là que en fait ce qui était chouette, c'est tout ce que j'avais vécu avant, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, c'est à quel point j'ai développé mon mental, mon endurance, à quel point j'ai poussé mon corps, et c'est ça que j'ai aimé, et c'est pour ça que même en éloquence c'est lié, même dans tout ce que je fais, le résultat il est chouette, mais le process avant, c'est beaucoup de kiff aussi. Charlotte, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Alors, elle va être très courte pour une fille qui fait de l'éloquence, mais je crois que c'est et maintenant il y a quoi? Alors ça veut dire ça c'est dans des moments où je panique un peu, où je me dis ah là là mais on va m'écouter, j'ai parlé devant tant de gens, ou voilà, ou quand je m'aligne sur un marathon, ou quand je fais des trucs, je fais avant de réfléchir. Et maintenant il y a quoi? C'est une phrase qui est courte et qui peut être qui fait très, qui est pas si jolie que ça par rapport à une autre que j'ai pu citer tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que je me dis chaque fois que je doute, parce que je doute quand même pas mal. Et voilà. Et maintenant il y a quoi? En fait, ça veut dire que je vais aller de l'avant, et que je le constate qu'en fait c'est pas si grave ce qui est en train de se passer maintenant, et je regarde déjà sur l'échéance d'après. J'adore Charlotte, merci. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.